Soyez les bienvenus. Vous êtes imposants, hein? Vous êtes imposants. Pascal, installez-vous. Alors, dans la préparation de cette table ronde, on a convenu qu'on commençait par entendre les intéressés eux-mêmes pour qu'ils expriment leur analyse de la situation, leurs besoins. Et dans un deuxième temps, on entendra la réponse des acteurs politiques, et notamment de nos deux députés, dont l'une est de surcroît présidente du CNCPH. Alors, on ouvre cette table ronde par qui? Allez, une femme. Le handicap psychique. Alors, voilà. Bien évidemment, on a combien de temps? On a 16h30. 16h30. Donc, ce que je vous demande, c'est que tout le monde puisse parler et que vous soyez les plus synthétiques possibles, mais je suis convaincu que vous le serez. Allez-y, Madame Touroud, pour l'UNAFAM. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pardon, vous allez en particulier nous parler, c'est ce dont on était convenu quand on a préparé, parce que vous savez, toutes les choses ont été préparées, de la question du logement et précisément de la coordination des acteurs. Oui, et de l'anticipation. Enfin, vous avez déjà défloré pas mal de choses que j'avais l'intention de dire, donc ça ira plus vite. Mais donc, je vais parler ici de ce qui concerne le handicap psychique. Donc, comme vous le savez, c'est la loi du 11 février 2005 qui, pour la première fois, a inscrit dans la définition du handicap le mot psychique. Donc, je voudrais faire une petite précision d'emblée. Le handicap d'origine psychique n'est pas le handicap mental, ce n'est pas la déficience intellectuelle, ce n'est pas non plus la maladie d'Alzheimer, parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de maladie d'Alzheimer, on parle énormément de l'aide aux aidants d'Alzheimer, on parle très peu de ce qui concerne le handicap psychique. Le handicap psychique, j'aime à reprendre la définition qu'en donne Florence Weber, qui dit que ce sont les conséquences sociales d'un trouble psychique invalidant. Alors effectivement, ce sont les conséquences de maladies psychiques sévères, durables, chroniques, qui pour la plupart apparaissent à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Ce sont des pathologies très invalidantes, des pathologies du lien social, d'altération du rapport à soi, à autrui et à la réalité. Ce sont des pathologies extrêmement fréquentes. Elles concernent plusieurs millions de nos concitoyens. Ce ne sont pas des maladies rares. Donc ça, c'est important. Et je voudrais signaler aussi, parce qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de parler assez souvent des personnes qui travaillent, soit en milieu ordinaire, en entreprise adaptée, soit en ESAT. Il faut savoir que dans le champ du handicap psychique, une immense majorité des personnes ne travaillent pas et ne travailleront jamais. Donc c'est donc quelque chose d'un petit peu particulier. Il faut savoir également que depuis 60 ans à peu près, la découverte de molécules, de médicaments a permis aux malades mentaux de sortir des asiles et, comme on dit depuis cette époque, ils vivent désormais dans la cité. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs vivre dans la cité, hein? Pour beaucoup, c'est vivre à la rue. Bon, c'est une forme de vie dans la cité, hein. C'est vivre aussi dans son logement, mais de façon très isolée. Pour beaucoup d'entre eux, une grande partie, hein, peut-être une majorité, c'est vivre au sein de la famille. Parce qu'il faut savoir que pendant 40 ans, il n'y a rien eu en termes d'accompagnement social ou médico-social de créer, ou quasiment rien. Et que nous en sommes encore aujourd'hui au balbutiement de l'offre sociale et médico-sociale d'accompagnement, de logement et d'hébergement. Donc il faut vraiment situer bien ce contexte parce que vous savez qu'il y a un rapport qui vient d'être publié, un groupe de travail, le rapport PIFTO qui s'appelle « Zéro sans solution ». Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, pour les adultes handicapés psychiques sont les plus grands pourvoyeurs de sans solution dans notre pays. C'est-à-dire qu'une immense majorité d'entre eux n'ont aucune réponse accompagnée. Aucune. Donc ça, c'est un point très important. Ces malades, comme il a été dit pour les autres personnes handicapées comme le reste de la société, vieillissent. Ils meurent moins jeunes, on va dire, qu'auparavant. Alors,
Monsieur Goé m'a demandé, il m'a dit, il faudrait illustrer un petit peu ce qui se passe généralement quand une personne handicapée psychique vieillit, arrive autour de la soixantaine. Alors, je voudrais rebondir sur quelque chose que Monsieur Goé a dit tout à l'heure et qui est chez nous une véritable hantise pour nous parents. C'est l'après-nous. Le jour où nous ne pourrons plus faire face à l'accompagnement au quotidien de nos proches, le jour où nous ne serons plus là, qu'adviendra-t-il d'eux? Ça, c'est un cauchemar pour nous, les familles. Ça, dans notre champ de handicap, c'est une véritable hantise. C'est une question qui persécute, qui hante les familles. Alors, j'ai choisi deux situations un petit peu pour illustrer. Ce sont deux situations, on va dire, emblématiques, bien réelles, d'aujourd'hui, là. Elles sont très récentes et qui illustrent bien ce qui peut se passer pour l'avancée en âge de nos personnes. Alors, la première situation, c'est une dame qui a 58 ans aujourd'hui. Elle habite un petit logement dans une petite ville. Elle est suivie au CMP. Bon, alors, c'est le suivi mensuel du CMP pour le traitement. Et elle a ses parents très âgés qui habitent un département limitrophe. Donc les troubles qu'elle a, elle souffre d'une schizophrénie, les troubles qu'elle a deviennent plus prégnants aujourd'hui, elle souffre beaucoup de désorientation, elle se met en danger dans son appartement, les parents ont dû supprimer tout ce qui était gaz, etc. pour ne plus laisser que l'électricité, et même ça c'est problématique, puisqu'elle peut oublier de débrancher des appareils ou au contraire laisser la télévision branchée pendant des jours et des jours. Elle est très vulnérable et de surcroît, il lui arrive très fréquemment de déambuler dans les rues au milieu des voitures. Donc dans ces cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, parce qu'il faut signaler que cette personne, bien évidemment, ne bénéficie d'aucun accompagnement, d'aucune sorte à son domicile. Donc le pharmacien appelle les parents, dans ce cas-là, qui accourent à toute vitesse, ils sont 85 ans quand même, pour la raccompagner chez elle, l'apaiser, etc. Donc, l'assistante sociale du CMP a dit il faudrait peut-être faire une demande d'orientation à la MDPH pour qu'elle puisse avoir une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé, puisque le maintien à domicile devient problématique, du fait même qu'elle n'a aucun accompagnement. Donc, un dossier a été constitué, la MDPH s'est prononcée et a accordé une orientation vers un foyer d'accueil médicalisé. Sauf que c'est absolument impossible à mettre en œuvre parce qu'il n'y en a pas. Nous avons sur ce département, et ce sont les chiffres de la MDPH qui nous sont communiqués chaque année, nous avons actuellement sur le département qui ont une orientation en cours de validité par la MDPH, 250 personnes adultes handicapées psychiques qui attendent une place en foyer. Nous avons un foyer d'accueil femmes. Ça doit être une situation assez étendue. Non, c'est une situation qui concerne toute la France. Oui. Bon, là, on a la chance d'avoir des chiffres qui sont incontestables. Souvent, on nous dit il n'y a pas de chiffres. Si, on les a. Donc, il y a un femme personne handicapée vieillissante, il y a 60 personnes en liste d'attente, il y a à peu près une place que se libère par an. Donc, vous voyez un peu la situation. C'est de surcroît une situation que l'on peut trouver pour d'autres catégories de personnes handicapées. Oui, non, mais attendez, c'est de surcroît peut-être. Mais il faut savoir qu'on n'a quasiment rien comme établissement. Quel est votre, parce qu'il faut qu'on donne la parole aux autres, quel est votre deuxième exemple? Alors, j'en ai pas fini avec cette dame, parce que le comble du comble, c'est quand même que retour à la MDPH pour demander une prestation de compensation du handicap afin éventuellement de bénéficier d'une auxiliaire de vie, sauf que elle est déclarée non éligible à la prestation de compensation du handicap. Alors, le deuxième exemple, c'est le cas d'un monsieur aussi, qu'on connaît bien, qui a 60 ans. Il a toujours vécu avec ses parents. Il est malade depuis ses 20 ans. Il n'a jamais travaillé. Il a suivi en CMP. Et ses parents sont morts. Donc, il s'est retrouvé seul à domicile. Peu à peu, il a abandonné les soins, parce que c'était quand même ses parents qui veillaient là, derrière lui pour l'accompagner vers le soin. Et puis donc sa situation s'est très vite dégradée, l'incurie, la déambulation, les troubles qui flambaient. Les voisins ont appelé le CMP, le médecin psychiatre, pour dire il faut venir à domicile. Bon, on a répondu aux voisins, il n'y a pas de demande, on ne se déplace pas, on ne peut pas y aller.
Donc, peu à peu, effectivement, rupture totale de soins, incurie, etc., jusqu'au jour où pompiers et police sont intervenus à la demande des voisins, retour à l'hospitalisation définitive, et voilà une hospitalisation au long cours qui commence, sans possibilité de sortie, avec une chronicisation et également, de surcroît, une embolisation des structures hospitalières qui, actuellement en France, il faut le savoir, des études récentes donnent comme chiffre entre 13 et 15 000 personnes handicapées psychiques maintenues à l'hôpital psychiatrique, faute de place dans des établissements médico-sociaux. Donc ça, c'est une réalité, c'est la réalité de nos personnes handicapées vieillissantes. Alors bien évidemment, ce que je voudrais dire... Je vais vous demander de conclure votre propos. Je conclus. Je conclus en disant que, effectivement, pour nous, un des points importants, c'est qu'il apparaît bien évidemment que le rôle central, le rôle pivot, le rôle d'assembleur, celui qui doit jouer le rôle aussi d'anticipation, coordination des acteurs, etc., c'est bien la MDPH. Encore faudrait-il qu'elle ait les moyens de jouer tous ces rôles-là. Parce qu'aujourd'hui, les MDPH ont une charge de travail croissante avec des effectifs réduits. Donc on est là confronté, c'est la quadrature du cercle. Donc effectivement, une fois que la MDPH fait son travail, ça c'est une bonne chose. La MDPH peut évaluer, peut coordonner. Mais après, pour mettre en œuvre, encore faut-il qu'il y ait des services, des structures, et des services et des structures spécialisées. Parce qu'on n'accompagne pas un handicapé psychique, psychotique, vieillissant ou pas vieillissant, de la même façon que d'autres types de handicap. Donc là, vous voyez qu'on a un énorme chantier à faire. Je sais qu'en France, toutes les études, tous les rapports existent, toutes les solutions ont été testées. Il y a une palette extrêmement variée de solutions, d'accompagnement, de logement, d'hébergement, de toutes sortes de choses. Nous avons des associations gestionnaires remarquables. Je dis un dernier mot. Dites un dernier mot. Oui, mais c'est important. Mais oui, mais tout le monde va avoir des choses très importantes à dire. Oui, monsieur Goé, sur les, mais on a commencé en retard. Donc je termine. Madame Touroud, je termine juste en disant je vous donne tout de suite la parole, mais de grâce quand même. Très bien. Merci. Alors, vous reprendrez la parole si vous avez besoin de rebondir. Applaudissez-la. Monsieur Kowalski. Monsieur Kowalski. Alors, vous êtes là au titre de l'UNAPI, oui. Et vous allez nous parler des besoins particuliers en matière d'accompagnement de la personne handicapée mentale vieillissante, notamment. Mais en particulier, vous allez mettre une focale là-dessus. Absolument. Bien, bonjour. Comme c'était donc convenu, donc je vais mettre un point là-dessus, sur l'accompagnement des personnes handicapées mentales, mais bon, ça peut évidemment s'étendre à tout handicap, bien sûr. L'UNAPI avait soulevé la question du vieillissement lors d'une journée nationale déjà en 2009. Il y a d'autres démarches qui ont été faites dans ce sens-là, d'autres réunions. Et à l'époque, on avait recensé à peu près 15 000 personnes dans nos associations qui étaient des personnes sans solution, c'est-à-dire solution dans le sens du vieillissement, c'est-à-dire les personnes qui étaient accueillies, qui allaient éventuellement travailler dans un ESAT, qui étaient une femme, des masses, mais il n'y avait pas de solution au-delà de la limite d'âge qui était à l'époque fixée à 60 ans. C'est à l'époque donc l'UNAPI a sorti de parole en disant l'handicap mental ne prend pas de retraite. Parce qu'en général, comme il disait Patrick tout à l'heure, une personne trisomique naît en général trisomique et elle finit sa vie trisomique. Et l'accompagnement qui est donc nécessaire tout au long de la vie, je veux dire, ne doit pas s'arrêter à 60 ans. Donc c'était ça notre préoccupation, c'est-à-dire c'était l'accompagnement adapté aux personnes handicapées tout au long de la vie. Ça peut effectivement avoir des formes variées selon la tranche d'âge, selon l'activité ou la non-activité. Est-ce que la personne sera capable de rejoindre un ESAT, par exemple? Bon, c'est certainement là une solution différente qu'une personne qui sera accueillie dans un établissement comme une masse ou une femme. On est bien d'accord. L'accompagnement et vous m'avez enlevé énormément de mots de ma bouche déjà. Et ça, on voit que vous étiez donc très imprégné, vous êtes très imprégné par votre activité à l'UNAPI à l'époque. Donc, je veux dire, des sujets qui vous sont quand même très proches.
c'est donc l'accompagnement qui peut se faire par la suite, par exemple, une personne qui a franchi, je dirais, ou qui a quitté une activité professionnelle, la mettre dans un EHPAD à l'âge de 55 ans, c'est quelque chose de cruel. Une personne qui a eu une autonomie pendant des années pour aller le matin ou à l'ESAT, rentrer à la maison ou là, au foyer, et on disait, bah, maintenant, tu ne peux plus, et à 55 ans, bah, tu es fatigué, et maintenant, mais il faut que tu changes de lieu de vie, tu ailles dans un EHPAD qui n'est pas prévu pour. C'est surtout ça la question. La question que la personne va arriver dans un EHPAD, peut-être aussi à l'âge de 85 ans, comme c'est la moyenne d'âge d'accueil dans nos EHPAD en France, avec une durée de séjour de quelques années. Mais en attendant, la personne doit être accueillie d'une façon adaptée. Et donc, au cours de nos études, nous avons donc, et vous connaissez bien Paul Gallard, qui préside donc la commission d'avancée en âge à l'UNAPI, et dont je fais partie aussi. Il représentait d'ailleurs l'UNAPI au sein du groupe de travail. Ouais. Et donc, nous avons fait des études très, très approfondies pour savoir, mais quel est vraiment le surcoût? Parce que souvent, tout ça se résume à la question, mais qu'est-ce que ça coûte? Parce qu'au fait, on peut toujours dire, l'accompagnement de la personne handicapée mentale peut se faire, on n'a pas grand-chose. Juste une personne, on va avec un minimum. Non, nous estimons qu'il faut du personnel qualifié, que ce soit maintenant à l'âge de 20 ans, 50 ans ou à 70 ans. Et c'est un surcoût qui est relativement minime. On estime, par exemple, pour un groupe de personnes dans un EHPAD pour 20 personnes, le supplément serait de l'ordre de 2,5 ETP nécessaires en plus de l'accompagnement, je dirais, habituel dans un EHPAD. Donc voilà ma intervention, je vais la faire relativement courte. Donc c'est surtout pour nous, pour insister sur le fait qu'il y a accompagnement adapté qui doit se faire tout au long de la vie. Quelque chose que j'ai remarqué dans votre rapport, alors j'ai relevé le mot accompagnement apparaît 17 fois dans votre rapport. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi je l'ai compté. Donc je crois que c'est important. Et je trouvais aussi quelque chose d'important qui était lors de vos visites, vous avez trouvé aussi des solutions, je dirais, pérennes, qui permettent donc aux personnes handicapées d'avoir un logement pérenne, quelle que soit la situation de vie. C'est-à-dire la personne, bon, elle travaille ou elle ne travaille pas, mais elle se trouve dans un ensemble, je crois que c'était c'était pas dans le Morbihan, c'était dans le Côte d'Armor. Oui, dans le Côte d'Armor. Voilà. Le Côte d'Armor. Et donc, bon, c'est une création, un établissement qui a été créé par une association de l'UNAPI. L'ADAPI des Côtes d'Armor. Voilà, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est par exemple une solution pérenne qui permet donc de maintenir la personne dans un lieu de vie le plus longtemps possible. C'est pas parce que maintenant on change de case et qu'il faut déménager. Je veux dire, qui de nous, lorsqu'on passe à l'âge de la retraite, on nous dit « tu ne peux plus habiter chez toi, il faut que tu ailles maintenant habiter là ». Je veux dire, c'est quelque chose d'inconcevable pour chacun de nous. Or, on le fait avec des personnes handicapées. D'où, je crois, il faut vraiment envisager des solutions pérennes qui permettent une vie dans la cité, comme on dit aujourd'hui, le plus longtemps possible, avec des accompagnements qui s'adaptent au fur et à mesure des besoins des personnes. Et même, ils peuvent finir la vie, ce sont des structures, vous les avez vues, je crois que c'est en construction, peut-être à l'époque, non, en cours, où les gens peuvent finir leur vie, si leur état de santé le permet. C'est une formule très intéressante avec la participation des personnes elles-mêmes. Et alors, vous citez un exemple qui illustre le fait que dans le deuxième tome du rapport, vous avez toute une série de présentations Alors là, en l'occurrence, c'est même dans le troisième, parce que c'est une structure que nous avons visitée. Il y a eu toute une journée d'organiser dans les Côtes d'Armor autour de cette question. Alors, on a vu les spécificités, Madame Touroud a développé les spécificités du handicap psychique. Vous avez par votre propos, vous avez marqué l'importance qu'il y avait au milieu de la première décennie de ce siècle de faire passer la maladie mentale comme étant source de handicap et de handicap psychique, et vous avez énuméré les manques, c'est-à-dire que
cette disposition législative, on n'en a pas encore tiré toutes les conséquences en termes de moyens à mettre en œuvre et de spécialisation sur le sujet, pour en particulier les personnels, etc. etc. Alors vous avez complété par les spécificités du handicap mental, et vous avez insisté sur le maître mot d'accompagnement. Ça, c'est un point qui est venu très souvent dans les travaux du groupe, accompagnement à retrouver aussi bien dans le cadre des structures ordinaires que dans le cadre des structures spécialisées. Et vous avez ajouté à mon propos de tout à l'heure des éléments pour s'interroger sur la réponse en EHPAD pour ce type de... Alors, on va passer à Pascal Rive, peut-être. Pascal, qui est vice-présidente de l'Association des paralysés de France. Alors, avec vous, au fond, les deux premiers intervenants ont décrit de manière précise les besoins spécifiques de deux handicaps importants. On va reprendre avec d'autres intervenants, mais vous, dans cette table ronde, votre fonction, c'est un peu de nous conduire à un raisonnement d'ordre général et de nature sociétale. Alors, on vous écoute avec la plus grande attention. Vous avez un... Bonjour à tous, merci. Je vais répondre en articulant mon propos, si vous voulez bien, autour de deux axes. Le premier axe en termes de perspective et le deuxième en termes de réponse. Donc, que pense finalement l'APF en termes d'approche sociétale de la politique d'avancée en âge? Alors, sur le premier axe, sur les perspectives, je ferai trois grandes remarques en termes de perspective. La première, c'est que malheureusement, le gouvernement n'a pas su se saisir de la conclusion du rapport de la mission pilotée par M. Patrick Gouët. Il n'a pas fait du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement le vecteur d'une politique globale de l'autonomie dans le respect des spécificités. Néanmoins, certains sujets ont été entendus et des décisions prises lors du débat en séance publique. C'est ainsi notamment que l'APF se félicite de l'adoption de l'amendement qui oblige le gouvernement à remettre dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi un rapport au Parlement relatif à l'impact financier de la suppression des seuils de 60 et 75 ans pour l'attribution de la PCH. Cet amendement est pour nous un progrès, même si on est bien loin de la création d'un véritable 5e risque que l'APF appelle de ses voeux. La deuxième remarque en termes de perspective, ça concerne la priorité et les attentes finalement des personnes en situation de handicap et des usagers en situation de handicap et de leurs familles, dont les personnes en situation de handicap en avancée en âge. Leur préoccupation principale, elle concerne d'abord les maisons départementales des personnes handicapées. Ces dispositifs sont véritablement le pilier, un des deux piliers de la loi du 11 février 2005, du fait de l'effet croisé du nombre de demandes qui explose et du manque de moyens constants de fonctionnement. Aujourd'hui, elles rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins réels des personnes dans des délais convenables. C'est pourquoi l'APF demande, afin d'améliorer et consolider le fonctionnement justement des GIP MDPH, auxquels nous sommes très très attachés, la mise en place des CEPOM, les conventions d'objectifs et de moyens, qui ont été votées par la loi du 28 juillet 2011, tendant à améliorer le fonctionnement des MDPH. Ces CEPOM sont pour nous la garantie des engagements et des apports financiers des différents co-contributeurs et acteurs qui concourent au fonctionnement des MDPH, État, Conseil général, GIP, MDPH et CNSA. Dans ce contexte, pour l'APF, ce ne sont pas les maisons départementales de l'autonomie, telles qu'elles sont prévues dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui vont pouvoir répondre aux préoccupations et besoins des personnes. S'orienter vers un dispositif qui sacrifie les uns pour mettre en place des dispositifs d'accès au droit au rabais pour les autres, et au final, pour tous, n'est pas la solution. Donc, la troisième remarque que je comptais faire concernant les perspectives porte sur une occasion
manqué et que nous déplorons, ce sont les ordonnances relatives à l'accessibilité, qui constituent pour nous une autre occasion manquée par le gouvernement pour ouvrir la cité véritablement à tous, y compris justement aux personnes handicapées avancées en âge, lorsque, on le sait, les effets justement du temps accroissent les difficultés de déplacement, phénomène partagé avec l'ensemble de la population. Voilà, donc en termes de perspective, maintenant concernant la deuxième partie de mon propos, les réponses pour l'APF, qu'est-ce qu'elles doivent être, les principes en tout cas qui doivent sous-tendre l'offre. Les prérequis pour nous, on va dire, il y a plusieurs mots et expressions clés qui doivent déterminer les réponses à apporter au phénomène de l'avancée en âge des personnes en situation de handicap. Le premier principe, vous en avez parlé, Monsieur Goé, c'est l'anticipation, repérage, accompagnement des effets du vieillissement. À ce propos, nous retenons la priorité qui a été faite à la prévention dans la stratégie nationale de santé et le projet de loi santé. Le deuxième principe consiste dans le respect absolu du projet de vie de la personne, selon qu'elle souhaite continuer à vivre à son domicile ou entrer en établissement. Et dans ce cas, son orientation ne doit pas être limitée aux unités spécialisées qui se développent pour les personnes handicapées vieillissantes. En gros, c'est l'idée que même si des dispositifs spécifiques sont nécessaires, mais il ne faut pas restreindre l'accès des EHPAD. C'est le droit commun, il faut veiller à ce que ça puisse être accessible aussi aux personnes en situation de handicap. Le troisième principe, ce sont les collaborations croisées entre les acteurs du handicap et de la gérontologie. Il s'agit de garantir les montées en compétences, coopération sur le territoire de vie de la personne. Aussi pour une prise en charge des effets de vieillissement et un accompagnement à la fin de vie paisible dans son lieu de vie. Le quatrième principe concerne l'adaptation et l'évolution de l'offre de service, la nécessaire adaptation de l'offre de service, adapter des locaux, avec le recours accru à la domotique, l'aménagement des locaux partagés pour favoriser les interactions en petits comités, l'adaptation des accompagnements et des activités proposées dans leur nature et leur modalité, jusqu'à faire évoluer le projet d'établissement si nécessaire. Et enfin, l'adaptation de l'organisation de l'offre de services en dispositif, ou plutôt en pôle, coopération entre établissements et ou services relevant d'un seul gestionnaire, ou en plateforme avec plusieurs gestionnaires, dont les principes sont les mots et expressions clés déjà évoqués précédemment. Voilà. Merci pour cette contribution. Alors, de votre propos à vous, Pascal, pour nos échanges, pour le débat, vous avez exprimé des réserves face au projet de loi actuel. Vous avez rappelé une constante, d'ailleurs, dans les demandes de votre association, mais de l'ensemble des associations, sur l'existence de ce que vous avez appelé un cinquième risque. C'est un débat ancien, c'est un projet qui date. Vous avez parlé des MDPH et évoqué la question des MDA. Vous avez indiqué que le dispositif retenu pour ce qui concerne l'accessibilité, en ce qui concerne les ordonnances sur les ADAP, ça impactait aussi la réponse à apporter aux personnes âgées qui deviennent dépendantes et aux personnes handicapées qui avancent en âge. Donc vous avez mis en exergue le fait que c'est une réponse à l'ensemble de la population, au fond, parvenue à ce stade. Vous avez salué l'inclusion de cette problématique dans la stratégie nationale de santé pour la dimension soins. Et puis, ça c'est une constante pour l'APF, mais vous êtes rejoint là-dedans par l'ensemble des organisations représentatives, c'est la priorité aux solutions ordinaires que l'on fait l'effort d'adapter. Parfait. Vous avez même suggéré une forme de réponse par l'offre de services dans le cadre de plateformes. Donc ce sont des éléments pour le débat.
Alors, après avoir entendu l'APF, avec cette problématique d'ordre plutôt général, hein, c'était le choix qu'on avait fait quand on a préparé la table ronde, on va revenir à des éléments plus ciblés, plus liés aux particularités de certains handicaps, et on va poursuivre avec M. Ferrero pour la CFPSA. Là aussi, il y a des questions d'aménagement, aménagement des logements, aménagement des infrastructures, de la voirie. Allez-y, monsieur Ferrero. Merci, monsieur Goé. Pour une bonne partie... Ça marche, là ? Oui, très bien. Oui. Très bien. Pour une bonne partie, je rejoins les propos qui ont été tenus par la précédente intervenante. Nous les partageons. Premier constat, on regrette vraiment que le législateur de 2005, sa volonté selon laquelle l'article 13 pour la levée des barrières n'a pas été pris par les différents gouvernants successifs, c'est vraiment un regret. Concernant les MDPH, bien entendu, comme tout le monde, on en souhaite une plus grande simplification. S'agissant de la déficience visuelle, soit pour les anciens, handicapés déjà dans le temps, ou pour les nouveaux. Pour les anciens, l'autonomie est la règle. Donc on souhaite que toute cette population puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Cela implique tout simplement que les dispositions prévues par la loi de 2005 soient respectées, soient mises en œuvre. Alors on a parlé des ordonnances, mais l'accessibilité de la voirie concerne effectivement les handicapés moteurs, mais elle nous concerne aussi. Et nous regrettons que jusqu'à présent, peu de choses ont été faites, alors que le coût pour nous serait très faible. Donc on espère que dans le cadre de l'ordonnance qui a été prise cet été, que dans les 3 ans, la plupart des choses devraient au moins être résolues en termes de voirie. Ça implique quoi? C'est surtout les traversées, éviter tous les obstacles et autres. Autre élément indispensable à notre vie autonome, c'est l'information. Dans ce domaine aussi, on espère que l'accessibilité du numérique sera mise en œuvre d'une manière très efficace, et ce, dans tous les domaines. L'autre aspect, et qui est plus terre à terre, mais qui est vraiment fondamental, problème que nous rencontrons de plus en plus, c'est l'accès aux équipements ménagers. Avoir un micro-ondes, un four, une machine à laver, des plaques chauffantes ou un lave-vaisselle ou un lave-linge accessible devient de plus en plus difficile. Si on peut avoir sur le marché des produits qui restent accessibles, ces gens-là pourront rester chez eux beaucoup plus longtemps. Pour les personnes qui deviennent non-voyantes beaucoup plus tard, il est évident que la formation est beaucoup plus difficile. Et je vais me baser sur un exemple que j'avais utilisé lors de ma contribution dans le groupe. Personne âgée qui a perdu la vue autour de 80 ans, qui s'est bien rendu compte qu'elle ne pouvait plus rester chez elle, qui plus est dans un endroit plutôt reculé de France. Les enfants ont trouvé une maison de retraite. Que constatent les enfants? Les personnels, aucune formation. La maison de retraite est totalement inadaptée. Que fait cette personne? Eh bien, on le bourre de médicaments, on le laisse assis sur une chaise. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Un minimum de formation du personnel, un établissement relativement accessible, lui permettre un minimum d'autonomie pour se déplacer dans la maison, alors de sa chambre dans les salles, faire en sorte que les activités qui sont proposées lui soient accessibles et que cette personne puisse de temps en temps aller se promener dans le parc, puisque parc il y a. Voilà. Merci, monsieur Ferrero. Finalement, vous avez livré une feuille de route pour les structures. Et ce qui frappe depuis que vous intervenez, les uns et les autres, c'est au fond la démonstration de la proximité entre les besoins des personnes en situation de handicap et des personnes qui connaissent des phénomènes de dépendance du fait de leur avancée en âge. Finalement, on constate beaucoup de similitudes, tant dans les besoins que dans les réponses. Alors là, on est maintenant avec vous, monsieur Ferrero, et bientôt avec monsieur Bruno, on est dans les handicaps qui surgissent pour la quasi-totalité d'entre nous
parvenus à un certain âge du fait du vieillissement. Et s'il y a une illustration parfaite du fait que quand on répond aux besoins des uns, on répond aux besoins des autres, là on est au cœur de cette réalité, et je suis sûr, Monsieur Bruno, que vous allez nous confirmer tout ça. Oui, merci Monsieur Goyer. Oui, effectivement, le problème que rencontrent les personnes sourdes, devenues sourdes et sourdes, ceux qui sont nés sourds de naissance et ceux qui sont devenus sourds avec l'âge, et justement c'est ce qui nous concerne, c'est que les problèmes sont transversaux. Les problèmes sont transversaux parce que quand on parle d'autonomie, comme la loi le dit, et là je rejoins Madame Ribes, je rejoins mon ami Ferraro, c'est concernant l'application de l'article 12 sur les barrières. Sur les barrières. On a dit que pour les enfants, il y aurait une barrière au bout de 3 ans, et c'est 5 ans pour les personnes passées 75 ans. Je peux vous dire que à l'UNISDA, nous sommes une association qui regroupe 7 associations nationales, et nous pouvons vous dire que nous avons bien sûr beaucoup de personnes âgées qui sont adhérentes à nos associations et qui rencontrent des problèmes s'agissant justement de cette barrière. Parce que toutes celles qui ont une carte d'invalidité à 80% peuvent bénéficier, bien sûr, de la MDPH et des avantages qu'elle procure. Ce qu'il y a, c'est que la personne âgée, dès qu'elle a passé ses 75 ans, si elle a fait sa demande tardivement, ça aussi, parce qu'on ne devient pas sourd, où on est de naissance, mais pas forcément dès l'âge de 50 ans. On peut arriver à 70 ans, 12 ans, 13 ans, le temps de se mettre au courant de ce que la loi peut permettre. Et on arrive facilement à 75, 76, et on lui dit « Ah non, maintenant, vous ne pouvez plus bénéficier. Adressez-vous au Conseil général, c'est l'APA. » Mais ce qu'il y a, c'est que les personnes sourdes, elles n'ont pas besoin de l'APA. Nous avons des adhérentes qui ont 88, 90 ans. Et qui sont encore capables de faire leur cuisine, faire leur ménage, à la petite vitesse, hein, on est d'accord, mais qui sont capables. Ils n'ont besoin que de l'aide humaine. Parce que pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est un problème de communication. Et là où est le grand problème, c'est que l'aide humaine n'aurait pas accordé, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles ont besoin d'une aide extérieure, si ce n'est que pour passer un coup de téléphone. Si ce n'est que pour remplir un questionnaire, parce que les personnes sourdes de naissance maîtrisent très mal le français et la lecture du français. Donc ne peuvent pas. Il y a aussi ces personnes qui, dans des différents actes de la vie, ont besoin d'une tierce personne. C'est pour ça que nous souhaiterions, et je suis, bien sûr, je m'excuse, mais je remplace M. Cédric Laurent, qui est le président, qui a été vraiment empêché aujourd'hui, et je le remplace au pied levé. C'est pour ça que je n'étais pas sur votre liste. Donc, ce n'est pas à votre charge. Mais ce qu'il y a, c'est que pour les personnes sourdes, elles ne demandent pas grand-chose. Vous allez dire, ah bon, elles ne demandent pas grand-chose? Non, elles demandent à ce que cette barrière des 75 ans soit supprimée. À partir du moment où elles pourront demander au MDPH l'aide humaine, et l'aide humaine, avec l'aide humaine, elles peuvent s'en sortir. Un autre sujet, c'est concernant la prise en charge. On dit, mais j'ai eu, moi personnellement, beaucoup de personnes, d'enfants, de parents sourds, disant, voilà, mon père a 75 ans, je voudrais le mettre en maison de retraite, mais je ne trouve pas de maison de retraite. Parce que les maisons de retraite, d'abord, mon père ne veut pas y aller, parce qu'arrivé à la maison de retraite, eh ben, il n'y a personne qui parle la langue des signes. Personne ne peut communiquer. Comme on peut le voir d'ailleurs derrière vous, Monsieur Goé, les traductions en langue des signes, et je salue et je félicite les traductrices qui pratiquent la langue des signes. Donc ces personnes, eh bien, elles refusent d'aller en maison de retraite. Elles refusent d'aller en maison de retraite parce que pour elles, c'est synonyme de mouroir. Personne communique, et si elles demandent s'il y a des activités, seulement regarder la télévision, ils vont demander à ce qu'il y ait le sous-titrage. Et forcément, il va y avoir des gens qui vont dire « Qu'est-ce que c'est sous-titré? Mais moi, je vois que la moitié de l'image, je vois que le quart de l'image. Non, non, supprimez-moi le sous-titrage. » Ou alors, dès qu'une personne va tomber malade en maison de retraite, eh bien, le personnel n'est pas formé. Ça a été soulevé tout à l'heure. Il n'y a aucune formation. Et toutes ces petites choses, vous voyez, d'une manière transversale. Alors là, on prend sur vierge, mais je pourrais commencer de la petite enfance, parce que là aussi, il y a encore des tas de problèmes. Mais je ne voudrais pas prolonger trop le débat. C'est pas à l'ordre du jour, la petite enfance. Hein, non, non, mais il y a justement, c'est pour ça que je vous dis. Mais honnêtement, les sourds ne sont pas demandeurs de beaucoup de choses, mais le peu qu'ils demandent, eh ben,
Vous voyez, cette histoire de barrière, si elle était supprimée, ça serait déjà une très grande chose pour tout le monde. Pas uniquement pour les personnes sourdes, mais pour tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Bruno. On voit se dessiner un large consensus sur cette question. Et en vous écoutant, vous et vos prédécesseurs, c'est assez conforme, en plus, à la notion de société inclusive vers laquelle on veut aller. Parce que la population concernée par l'avancée en âge, elle est finalement, pour des raisons peut-être un peu différentes, mais tout autant que pour les personnes en situation de handicap, menacées de marginalisation. Donc, dans une société inclusive, les différenciations sont un peu antinomiques avec l'objectif poursuivi. Mais en vous écoutant, on voit bien que chaque fois, il faut de l'unité, mais une unité qui ne fasse pas perdre de vue les spécificités. Cet objectif n'est pas forcément facile à atteindre. Il demande de la finesse et il demande de la compétence. Ça ressort aussi de vos propos des accompagnants, la formule étant entendue dans son sens général, M. Kowalski, des accompagnants qui intègrent bien cette dimension-là. On n'aura pas le temps aujourd'hui d'épuiser tous les aspects du débat, mais il est clair que dans la formation professionnelle, ce qui est dispensé doit pouvoir être orienté pour les professionnels qui sont formés, autant vers des personnes qui connaissent des phénomènes de dépendance liés à l'âge, comme pour des personnes qui peuvent être beaucoup plus jeunes, mais qui connaissent des incapacités liées à celles et ceux qu'on est en train d'examiner maintenant. Finalement, c'est un facteur de consensus à la clé de tout ça. Bon, on va continuer. On va continuer avec vous. On ne vous a pas mis sur ma liste. C'est terrible, ça. Ça, alors là, eh bien, on va écouter avec une attention. Alors, en fait, on a entendu jusqu'à maintenant alors, à la décharge des organisateurs, cette note a été élaborée avant, tant pis pour vous, avant que vous ne donniez définitivement votre réponse. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas sur la liste. Mais en tout cas, on est ravis que vous soyez là. Ravis que vous soyez là. Alors, maintenant, on va passer, on va donner la parole à la deuxième composante de cette table ronde, les acteurs publics, législateurs, prestataires, etc. On va peut-être commencer par vous, pour la CNSA. On vient d'entendre, alors d'autant que si vraiment il y a un endroit où la convergence a été réalisée, c'est bien dans le cadre de la CNSA, puisqu'elle a pour vocation de s'occuper autant des personnes âgées qu'on va qualifier d'ordinaires que des personnes handicapées âgées. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas du hasard. Vous savez, avant la canicule de 2003, Denis Piveteau, je suis ravi de pouvoir évoquer son nom, tant son rôle est important et l'est encore aujourd'hui, Denis Piveteau avait réalisé un rapport sur la création d'une agence nationale du handicap. C'était un peu consécutif à la décision de faire une législation nouvelle destinée aux personnes handicapées. Et puis la canicule arrive, et puis la canicule de l'été 2003 a révélé des quantités de défaillances dans notre société, et à la rentrée, on a abandonné l'idée de la création d'une agence nationale du handicap, et on s'est tourné vers l'idée d'un mixte, en fait, d'une agence et d'une caisse, avec une prérogative importante sur les orientations, et puis surtout, autour de la table de cette caisse, gouvernance originale par rapport à toutes les autres, il y a tous les acteurs, y compris les représentants des intéressés eux-mêmes. Alors, vous imaginez à quel point l'Assemblée sait que vous allez apporter toutes les réponses aux questions et aux demandes qui viennent d'être formulées. On n'en doutait pas. Merci, Monsieur Goët, de cette introduction. Oui, effectivement, la CNSA a un rôle à la fois de caisse, donc de répartition
des financements auprès des différentes régions, donc auprès des ARS, mais aussi un rôle d'appui, d'animation et technique. Je voulais revenir sur quelque chose que je trouve très important, qui s'est dit de façon un peu différente au long de cette journée. C'est un vrai défi de pouvoir avoir une meilleure connaissance des situations de personnes handicapées dans l'avancée en âge, parce que quand on dit personnes handicapées et avancées en âge, on regroupe un tas de situations extrêmement différentes, liées peut-être au handicap, mais liées aussi aux modalités de vie, au territoire sur lequel la personne a vécu, et également la façon dont tout au long de sa vie elle a pu être accompagnée. Or, on manque énormément de travaux qui peuvent permettre, comme vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, d'objectiver sérieusement les besoins et la compréhension de ces besoins. Et la CNSA, très concrètement, apporte des cofinancements pour aider à développer des travaux de recherche et d'études sur ces questions-là. Et c'est pas vraiment un scoop, c'est juste un truc un peu en avance. Il y a un appel à projet cofinancé par la CNSA et l'adresse qui va sortir en tout début 2015 sur la question des personnes handicapées vieillissantes. Et je vous encourage très sincèrement, parce que c'est de ça dont on manque en France, ce sont aussi des travaux qui puissent, puisque c'est de la recherche, être menés par des universitaires et des scientifiques, mais avec l'implication des personnes qui sont sur le terrain, avec, comme on dit dans le jargon universitaire, de l'accès aux données, mais c'est quelque chose de très important. Parce qu'on le voit bien dans cette table ronde, il y a une variabilité de situation, comme il doit y avoir une variabilité de propositions et de affaires. Autre élément important aussi, là je parle un peu de recherche, mais il y a également les actions innovantes. Et vous, dans la salle, vous êtes bien mieux situés que moi, parce que je suis certaine que vous êtes engagés dans des actions innovantes. Ce qui est vraiment très important, on a une section 5, c'est un terme un peu technique au niveau de la CNSA, mais en tous les cas, ça veut dire qu'on peut proposer des projets d'actions innovantes à la CNSA qui peut apporter un cofinancement. D'ailleurs, dans ce cadre-là, M. Goé, vous le connaissez bien, puisque je suis désolée, je n'avais pas vu, puisque on a aidé un petit peu au niveau des outils de diffusion par rapport à votre rapport. On a aidé, par exemple, j'ai regardé avant de venir quels étaient les sujets de la section 5 qui relevaient des personnes handicapées vieillissantes. Je voudrais en retenir deux parce que je trouve que c'est un peu emblématique. Il y a la MDPH 49 qui a fait un très bon travail pour justement voir comment repérer également les personnes qui sont à la maison, en autonomie, parce que comme vous l'avez dit très justement, le peu de choses qu'il y a, c'est par rapport aux personnes en établissement. Les associations apportent des réflexions tout à fait intéressantes et riches, mais c'est souvent à propos des personnes déjà accueillies en établissement. Il y a un vrai enjeu par rapport aux personnes qu'on ne connaît pas, qui ne sont quelquefois même pas connues des associations et qui sont à domicile. C'est un vrai enjeu, et qui ont effectivement des parents âgés, voire très âgés. Et là, ça concerne vraiment, les départements en sont particulièrement concernés, parce que là, on est bien sûr sur des enjeux d'aménagement de territoire, d'accès à la santé, d'accès aux droits communs, tout simplement. Et puis, l'autre exemple que je voulais donner, c'était aussi en Bretagne. Encore une fois, décidément, les Bretons me sont mis à l'honneur cet après-midi, par rapport à un projet de l'ARESAT qui a travaillé quelles sont les modalités d'organisation et d'information, pour mieux anticiper le parcours de la personne, pour justement aider à l'accès à l'information pour tout un chacun. Je crois que c'est un enjeu sur les territoires qui est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais le citoyen, l'habitant, le parent ne le connaît pas forcément. Autre élément extrêmement important, vous l'avez souligné, et vous en particulier, vous avez appuyé sur cette question-là, la formation. Alors là, je suis persuadée qu'on est, grâce à tout le travail qui s'est fait depuis une 50aine d'années par vos associations notamment, ou par rapport à l'ensemble des acteurs de façon plus générale avec la création de places ou d'établissements, on est arrivé probablement aujourd'hui à une étape un peu différente dans la dynamique, et qui passe beaucoup par la formation des professionnels de terrain, mais aussi des managers de ce secteur-là. Et la CNSA cofinance auprès des OPCA, UNIFAF, ANFH, etc. Et par exemple, dans l'avenant de 2014 avec UNIFAF, nous avons défini la thématique des personnes handicapées vieillissantes, avec toute une expérimentation justement de mettre en place des formations sur les
les territoires, qui puisse faire croiser des acteurs du champ du handicap et du champ des personnes âgées, et qui puisse prendre en compte l'ensemble des domaines. Donc il y a normalement 3 expérimentations sur 3 régions et qui auront, selon les éventualités, selon ce qu'on arrivera à faire, vocation à pouvoir être davantage élargie. Formation des aidants également, qui est un enjeu extrêmement important. Vous l'avez souligné, on n'en parle pas beaucoup là, mais on sait très bien qu'une personne, quand elle vieillit, c'est en premier lieu et d'abord les personnes de sa famille qui vont être aux premières loges et qui vont devoir prendre, on parle de fardeau, je ne suis pas certaine que le mot soit très joli, parce que ce n'est pas qu'un fardeau, c'est aussi, on est dans l'échange intergénérationnel, dans une richesse de solidarité, donc voilà, mais néanmoins, c'est vrai que c'est très lourd à mener, que ce n'est pas toujours conciliable avec nos vies contemporaines, notamment professionnelles. Alors, je voulais apporter, là encore, pour vous apporter quelques éléments, parce que j'entends bien, et c'est tout à fait logique de dire il n'y a pas assez de choses qui sont faites, et probablement. Mais voilà un petit peu les quelques éléments que je peux vous apporter liés à la suite des programmations de places. Alors, Madame Prestini, pardon de vous interrompre. On m'a signalé que, vous savez, les ministres sont suivis au radar, que la ministre avait quitté son ministère. Mais pour nous rejoindre, de toute façon, son intervention est prévue à 16h30. Bon, mais donc on a largement le temps de... Au contraire, ce sera une bonne chose que la ministre entende la conclusion de tout ça. Hein, d'accord? Bon, je m'adresse aux organisateurs. Allez-y. Allez-y. Non, voilà. Achevez votre propos. Je vais être concise pour laisser la place. Simplement, en termes de création de places, depuis de 2006 à 2012, très précisément, la thématique des personnes handicapées vieillissantes est la 3e thématique qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a eu 8% des places créées qui ont été créées au titre de places dédiées pour les personnes handicapées vieillissantes. La première déficience, c'est la déficience psychique, création de places de déficience psychique liée à la loi de 2005. Et puis, ensuite, on est sur ce qu'on appelle toute déficience dans notre jargon. Mais ce qui est aussi intéressant à repérer, et je voulais attirer votre attention là-dessus, c'est que ces places dédiées personnes handicapées vieillissantes, elles ne représentent pas finalement les places qui ont été créées à propos de l'avancée en âge. Parce que dans plein de catégories, par exemple sur les personnes psychiques ou sur les personnes polyhandicapées, etc., on prend bien en compte la question de l'avancée. Ce que je voulais aussi souligner d'une place un peu nationale de CNSA, c'est la très grande diversité, selon les territoires et selon les régions, des modalités d'organisation ou des modalités d'accompagnement qui sont mises en place. Et ce matin, je n'étais pas là ce matin, mais on m'a fait part, par exemple, du regret que les EHPAD ne puissent pas prendre en compte dans leur financement la question des personnes handicapées. Ce qui est aussi intéressant de repérer, c'est qu'on pourrait tout à fait, et c'est ça l'enjeu et le défi qu'on a tous de chacun de notre place à relever, me semble-t-il, dans les années à venir, c'est de trouver des modalités, comme il s'expérimente dans certains endroits, de coopération, par exemple, quand un SAVS intervient dans le cadre d'un EHPAD. Dire que je ne suis pas certaine qu'il faille forcément que ce soit la même équipe qui prenne en compte les questions que ce soit la même équipe qui porte toutes les questions concernant la personne, et qu'on a peut-être à s'interroger sur des modalités de coopération, de dispositifs à mettre ensemble, à faire coopérer. Et vous l'avez dit très justement, et en tous les cas, au niveau de la CNSA, c'est quelque chose auquel on pense beaucoup, on s'engage beaucoup dans ce travail-là, sur la notion de dispositif intégré, c'est-à-dire d'aider au niveau des territoires, en fonction des réalités des acteurs, de l'histoire, de la culture de ce territoire, mettre en valeur et rendre possible la coopération entre acteurs, qui passe aussi, pas que par des sous, mais aussi par un vrai enjeu d'échange d'informations. Voilà, j'arrêterai là. Merci beaucoup, Madame Prestini. Merci beaucoup. Ah, mais on est incorrigible. Le concept de Maya, qui nous vient du nord de l'Amérique, du Québec, c'est une méthode, mais on n'a pas pu s'empêcher que de traduire le M par maison. C'est une très belle illustration. Or, derrière la Maya, on a toute une série de principes qui concourent à ça.
Alors, le mot a changé dans la loi, est devenu redevenu. Je sais, mais la première traduction, et pendant des années, ça a été maison. Et avec une grosse... J'ai fait une mission d'appui aux ARS sur la mise en œuvre du plan Alzheimer. Il y avait énormément, pas de résistance, mais d'incompréhension de la démarche, parce que ça fait appel à une approche culturelle un peu différente. Mais on progresse, Et la CNSA nous fait progresser, c'est ça que vous vouliez que je dise. Et voilà, ça y est, je l'ai dit. Alors, maintenant, je vais vous donner la parole, madame, monsieur, madame. Peut-être que je vais commencer par Denis Jacquat pour vous donner le mot de la fin des interventions, madame la présidente du CNCPH. Denis, après avoir entendu tout ça et tout ce qui a été fait, Denis Jacquat est un acteur important de la question des politiques sociales dans le cadre de notre Parlement. Tout ça, ça va être fait dans combien de temps? 3 semaines, 2 ans? Je dirais que la première fois que nous avons parlé du problème des personnes handicapées vieillissantes, Roselyne Bachelot était à l'Assemblée nationale présidente du groupe Personnes handicapées et moi-même j'étais président du groupe Personnes âgées. Comme je m'entendais bien avec elle, on avait remarqué qu'il y avait des interactions. On avait été voir à l'époque Simone Veil, qui était ministre, pour lui dire « Attention, il y a le problème des personnes handicapées vieillissantes ». Elle nous avait dit « Oui, c'est réel », en nous disant « Je ne serai plus là parce que son ministère se terminait ». Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à appuyer sur ce point. Ce que l'on peut regretter, ça a été dit par les différents intervenants, c'est qu'il n'y a jamais eu une prise en compte réelle du problème de l'handicap vieillissant et les personnes handicapées vieillissantes. Et tout à l'heure, Patrick, quand tu as parlé des trisomiques, c'est souvent, je prends cet exemple des trisomiques où on savait très bien, il y a 35 à 40 ans, où l'âge de décès était jeune adulte à l'époque, et que maintenant c'est, je dirais, 3 fois plus tard. C'est multiplié donc par 3. Je ne vais pas donner date d'âge, mais c'est quand même quelque chose de terrible. Et avant, je me disais, on n'avait jamais de trisomie qui était personne handicapée vieillissante. Maintenant, il y en a de plus en plus, et il y en aura toujours de plus en plus. Donc à travers les différents acteurs qui sont intervenus cet après-midi, tout ce qui a été dit, bon, parce qu'avec Martine, on s'y intéresse beaucoup, on le sait, on le savait, et on ne peut que regretter. Alors, la ministre, et je lui en sais gré, a été extrêmement claire lors de la présentation du projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, où on souhaitait une approche globale, à domicile et en établissement. Elle nous a dit, il y a 645 millions d'euros dans la caisse, bon, j'ajoute entre parenthèses, qui viennent de la poche des retraités imposables, je ferme la parenthèse à ce sujet-là, et elle nous a dit, je ne peux faire qu'avec cela. Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Ça ne correspondait pas à l'attente globale des gens, parce que même par la presse, beaucoup de gens qui ont demandé ce texte depuis de très nombreuses années, c'était le problème du reste à charge en établissement, qui était le problème numéro 1. Le problème du reste à charge à domicile était le problème numéro 2, parce qu'on peut encore s'occuper avec un entourage familial ou des proches de quelqu'un à domicile, mais en établissement, c'est quasi donc impossible pour des questions réglementaires, d'organisation, etc. Donc, ce qui a été dit, la première intervenante en a parlé, je dirais toutes nos bibliothèques sont remplies de ce que l'on doit faire. Par contre, c'est d'y mettre les moyens. Alors moi-même, dans les interventions, je me suis battu, je l'ai dit, que le texte ne correspondait pas. On prenait ce qu'il y avait, je me suis abstenu sur le texte, parce qu'il y avait quand même un petit progrès. Mais, par exemple, je cite le problème de la convergence. Il y a un certain nombre d'années, toutes les associations s'étaient réunies ensemble du temps de Maurice Bonnet pour faire un livre noir, vous savez tout ce qui n'allait pas. Puis ensuite, dans un deuxième temps, pour sortir un livre blanc, et tout ce qu'il fallait faire. Le livre, il est là, il suffit de l'adapter. Hein? Il manque le livre vert, quoi, celui de... Non, mais il n'y a plus besoin de livre vert à ce propos. Ça, c'est une question de volonté. Le problème de la convergence, l'exemple quand même le plus criant, c'est qu'une personne handicapée
avant l'âge de 60 ans peut, par la PCH, avoir par exemple 12 heures, je dirais même par jour au maximum, donc d'aide, de présence humaine donc autour d'elle. Après 60 ans, elle n'en a plus droit qu'à 3, grosso modo. Ça peut donner, c'est des exemples qui sont terribles, qu'on peut décliner dans tous les sens. Alors, moi-même aussi, j'ai été un grand défenseur du 5e risque, surtout après les crises concernant la CTP en son temps, parce que c'est à partir de là qu'on a parlé. Mais j'avoue, c'était moi qui étais le rapporteur du texte après la canicule, donc le texte qui a créé donc la CNSA. La CNSA, ça marche, donc on peut s'appuyer dessus. N'oublions pas tous ceux qui décriaient la CNSA avant qu'elle soit créée, en disant ça va être de nouveau le problème de la vignette des vieux de l'époque. C'est faux, c'est fléché, ça marche bien, ça fonctionne bien. En fait, c'est un problème d'abondement financier, donc c'est un problème de volonté politique. C'est vrai qu'il y a la crise, mais indirectement, moi je ne veux pas que dans le domaine des personnes handicapées, même des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie, qu'on vienne dire ça coûte cher ou quelque chose de ce type. Il y a des gens qui ont des difficultés. Le mot spécificité a été employé plusieurs fois parce que les variétés sont totalement différentes. Eh bien, c'est à nous de dire une fois pour toutes. Et j'avoue que j'ai très mal supporté le fait, sans vouloir faire de politique politicienne, quand le gouvernement a indiqué il n'y a pas longtemps qu'on allait reculer donc l'exigence d'accessibilité des lieux aux personnes handicapées. Lors de la loi de 2005, avec Jean-François Chaussy, à l'époque, tout le monde disait 10 ans, c'est parfait, on y arrivera. Puis le temps passant, je me disais, oulala, qu'est-ce que ça va donner? Et quand je vois, je m'excuse pour ceux qui travaillent à la SNCF, mais quand je vois que la SNCF, c'est 9 ans et minimum, je dirais presque dans ces cas-là, c'est quand même pas normal. Vous prenez le métro ici à Paris, depuis le 2005, il n'y a eu aucun progrès concernant donc les problèmes d'accessibilité pour les personnes. Et j'ai peur en ayant retardé, surtout en présentant un plan qui permettra pour certains d'avoir bonne conscience, qu'on n'avance pas sur le problème. Donc il faut des colloques comme aujourd'hui pour taper de nouveau sur le clou, pour indiquer que les personnes handicapées vieillissantes ne doivent pas être les grandes oubliées de la société. Merci beaucoup, Denis Jacquat. Alors, la problématique du reste à charge en établissement est un élément qui vient d'être mis sur la table et qui est important aussi, très important. Oui. Mais on voit bien que le fil conducteur, le lien entre toutes vos interventions, c'est quand même bien cette question de la convergence. Il n'y a pas une intervention qui n'est pas, de manière directe ou indirecte, traitée du sujet. Alors, maintenant, je vais vous donner la parole, Madame la Présidente du CNCPH, Madame la députée, pour un peu rebondir sur ce que vous venez d'entendre, à la lumière des débats que vous organisez au sein du CNCPH d'ailleurs, parce que tous ces sujets-là viennent sur la table du CNCPH, et c'est donc bien volontiers que je vous donne la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Il me revient la lourde mission d'essayer de rebondir sur beaucoup de sujets qui ont été abordés et que nous partageons, qu'il s'agisse des préoccupations des personnes ou des associations qui se sont exprimées, qu'il s'agisse des organismes comme la CNSA qui joue un rôle central aujourd'hui dans le champ du secteur personnes âgées, personnes handicapées, et qu'il s'agisse aussi des élus qui, comme Denis, moi-même et d'autres aussi, heureusement, à l'Assemblée et au Sénat, sans doute, travaillent sur tous ces sujets. C'est vrai, vous l'avez dit. Alors d'abord, je voudrais saluer aussi le rapport de Patrick Goé, parce qu'au fond, c'est aussi... on a beau dire qu'il y a des rapports plein les placards, mais il en faut un certain nombre, et il faut franchir des étapes, et chaque rapport, lorsqu'on prend le temps de les lire, nous permet de franchir des étapes. Et je crois qu'aujourd'hui, ça nous permet au moins de nous retrouver ici pour convenir ensemble que nous ne pouvons pas en rester là. Et tout ce qui a été dit cet après-midi, évidemment, j'aurais envie d'y revenir à
plus ou moins longuement, mais il faudrait encore une journée, Monsieur le Président. Donc, ce serait un peu compliqué. Donc, ce que je veux retenir dans tout ce qui a été dit, d'abord, nous notons qu'il y a une attention et un souci partagé par les uns et par les autres de cette nécessité de réfléchir enfin à une politique globale qui concerne ce qu'on appelle le manque ou la perte d'autonomie à tous les âges de la vie, je rajouterais, parce que nous parlons de l'avancée en âge des personnes handicapées, je vais y revenir, mais cette politique, elle doit se construire très tôt. Et on voit bien que progressivement, il y a des étapes qui se franchissent. Ce que je voudrais dire aussi, et Patrick Goé l'a dit tout à l'heure, mais au fond, c'est ce que chacun a répété d'une certaine façon, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une période où nous évoquons des stratégies nouvelles, stratégies nationales de santé. Patrick Goé l'a dit tout à l'heure, dans son rapport, il y a eu cette volonté de regarder comment on pouvait définir cette stratégie. Alors, beaucoup d'autres choses. Simplement, que s'est-il fait là depuis quelques années? Il y a eu évidemment des avancées considérables avec la loi de 2005. Il y a eu ensuite des étapes comme le comité interministériel du handicap qui a eu lieu l'année dernière et qui a fixé la feuille de route pour les années qui viennent, et en particulier cette année, il y aura le grand rendez-vous de la Conférence nationale du handicap, et la question de l'avancée en âge des personnes handicapées fera partie des contributions, seront dans cette conférence, et il y aura effectivement, et c'est déjà dans le cadre du comité interministériel, mais on ira plus loin, et la ministre, je pense, le dira tout à l'heure. Je voudrais revenir en fait sur cette question de la société inclusive, parce que dans le rapport, comme dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, que dit-on? Il est indispensable d'anticiper, d'accompagner et d'adapter. Au fond, tout le monde se rejoint aussi là-dessus. Anticiper, c'est ce qui a été dit, et je crois qu'il faut que nous changions nos approches, que nous changions nos regards. Très tôt, désormais, l'école est dite école inclusive. Ça, c'est pas fait si simplement que ça. J'ai participé au débat. Je peux vous dire que l'Assemblée a été assez agitée sur ces questions et que finalement, on a pu obtenir que la société inclusive soit inscrite dans l'article 1 et comme grand principe. Et donc, il faut poursuivre et anticiper. C'est effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure aussi, permettre au fur et à mesure des âges, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, tout le monde avance en âge et tout le monde vieillit. C'est un des grands progrès de ces dernières décennies. Mais pour autant, il faut s'organiser et en fonction des modes de vie que nous aurons, que nous permettrons aussi pour des personnes qui ont des handicaps, eh bien, il y aura des risques de surhandicap ou une possible avancée en âge à domicile ou dans son propre lieu de vie. Donc je crois que ce sont des notions très importantes. Accompagner, évidemment, c'est un des éléments très forts qui ressort partout aujourd'hui, un accompagnement durable pour éviter les ruptures et faire en sorte que la personne puisse s'exprimer aussi et obtenir cet accompagnement personnalisé jusqu'au bout de son parcours de vie avec les choix qu'elle aura faits. Beaucoup ont expliqué la question des expérimentations. Moi, je voudrais dire quand même qu'il y a beaucoup d'expérimentations partout. Il y a, chacun l'a dit d'ailleurs, des départements, il y a des lieux où les choses se font très intéressantes. Je reviens à cette expérience de la Vendée où cet établissement accueille des personnes handicapées qui peuvent elles-mêmes accueillir leurs parents âgés. Est-ce que ce n'est pas là un modèle ou un support qui nous permettra d'avancer aussi sur ces questions et d'élargir à d'autres territoires? Je crois qu'il y a aujourd'hui des expériences extrêmement intéressantes, des initiatives qu'il faut valoriser et sur lesquelles il faut s'appuyer pour avancer, pour permettre d'aller plus loin. Et bien évidemment, sur la question des formations, nous l'évoquons très souvent, il faut revoir les contenus des formations. On le voit bien, aujourd'hui, il y a une vraie question sur ces sujets. Il faut se mettre à niveau, comme on dit, et reprendre
tout ce qui s'est passé ces dernières années et anticiper pour là aussi, encore une fois, sur ces sujets. Je crois qu'il y a des travaux d'ailleurs sur la question. Alors que faisons-nous au CNCPH? Nous travaillons sur ces sujets puisque nous donnons un avis sur chaque texte au gouvernement pour qu'il y ait un avis consultatif. Le gouvernement nous consulte, mais nous avons justement le devoir de nous intéresser de très près à ce qui va et à ce qui va moins bien et à ce qui ne va pas parfois. Donc il faut que nous avancions, et c'est tous les travaux du CNCPH. Nous venons de rendre un avis sur la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui effectivement montre qu'il y a encore des manques dans ce texte. Il y a des avancées, mais il y a encore des sujets sur lesquels nous devons aller plus loin. Et puis, il y a la fameuse question, il faut le dire, puisque ça a été un débat animé du CNCPH, de la convergence et à travers l'organisation et de la gouvernance entre les MDPH et la Maison départementale de l'autonomie. Alors, aujourd'hui, 3 expérimentations en France sur 3 départements, et puis d'autres qui ont tenté, ici ou là, des expériences ou qui ont pris des initiatives. Moi, je dis, et je l'ai déjà dit à la ministre concernée, je le redirai, il faut que nous soyons vigilants. Si nous voulons réussir sur ce sujet, d'abord, observons et prenons le temps d'évaluer ce qui s'est fait officiellement avec les 3 départements qui ont travaillé sur le sujet. Ensuite, regardons comment nous pourrions faire un pilotage national, et je me tourne un peu vers la CNSA, mais c'est une suggestion dont nous débattrons, je pense, pour qu'il y ait des critères précis qui soient travaillés, qu'ils soient partagés, et qu'ensuite il puisse y avoir une extension et une validation pour que, enfin, ces fameuses maisons départementales de l'autonomie, ou d'autres le disent d'une autre façon, ces maisons des solidarités, ça pourrait être aussi cela, eh bien, prennent en considération la partie avancée en âge, mais aussi la partie spécifique du handicap, des handicaps. Et je pense que si nous savons travailler de cette façon, le CNCPH saura aussi participer à ces travaux et nous compléterons, nous enrichirons, je pense, cette base qui est la loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avancer. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au fil des colloques, il y en a quelques-uns, et puis il y en aura sûrement beaucoup dans l'année 2015 avec les 10 ans de la loi, nous constatons quand même des avancées vraiment indiscutables. Mais voilà, comme disait M. Bruno tout à l'heure en aparté, nous avons tellement attendu et il y a encore tellement à faire, donc il faut maintenant faire le nécessaire pour que nous soyons au rendez-vous. Et c'est pour ça que je termine aussi sur un des points qui a été évoqué, des agendas d'accessibilité. Certes, on a mis 10 ans pour faire l'accessibilité. Ceux qui ont voulu la faire l'ont faite. Mais comme il n'y avait pas d'agenda, ceux qui n'ont pas voulu n'ont rien fait. Désormais, les ordonnances vont permettre d'avoir des agendas programmés qui vont obliger tout le monde à se mettre au travail, à déposer des programmes et à vérifier que les travaux soient faits. Et c'est comme cela que nous allons transformer progressivement justement les lieux de vie et la cité pour permettre à chacun, quel que soit son âge, mais surtout pour celles et ceux qui avancent en âge, de pouvoir rester le plus longtemps possible dans leur environnement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais donner quelques mots de synthèse, mais je voudrais saluer la venue de la ministre, Madame Neuville, qui vient de nous rejoindre et que vous pouvez applaudir. Alors, une petite synthèse, ne serait-ce que pour précisément que la ministre voit un peu tout ce que nous avons pu développer depuis ce matin. Au fond, quel que soit le colloque que nous avons, on sent bien que le handicap conduit à deux besoins, deux natures de besoins, des besoins individuels, personnels et des besoins collectifs. C'est le grand apport de la loi de 2005. On le vérifie en lisant son article 1er. Le législateur français a osé une définition du handicap, et dans cette définition du handicap, il dit que celui-ci est le fruit de la rencontre
entre les déficiences qu'une personne peut connaître et l'inadaptation de son environnement. C'est fondamental. Ce qui fait que tout ce qui inspire une politique du handicap consiste à répondre aux causes individuelles, c'est la compensation des déficiences, de là ou des déficiences, et puis c'est une réponse collective, c'est l'accessibilité appliquée à toutes les activités de la cité. Et là encore, au cours de vos interventions successives, vous vous êtes placé à la fois sur la réponse individuelle et sur la réponse collective, sur la compensation et sur l'accessibilité. Ça, c'est la toile de fond générale. Ensuite, le rapport que j'ai remis au gouvernement l'année dernière, je l'ai développé tout à l'heure, mais quand on vous entend et quand on écoute la question des intervenants, on retrouve l'idée d'une stratégie que la société française se doit d'intégrer et de mettre en œuvre, et une stratégie qui est déclinée par, je parle là de la réponse au phénomène de l'avancée en âge de la personne handicapée, qui présente des particularités, il est plus précoce, il prend des formes diverses, etc., etc. Au handicap d'origine s'en ajoute d'autres, le handicap d'origine peut s'approfondir. En tout cas, la stratégie se décline en 3 temps. C'est un phénomène qu'il faut anticiper, que l'on soit accueilli en institution ou que l'on vive à domicile. C'est un phénomène qu'il faut prévenir, et il appartient aux institutions, il appartient aux services d'accompagnement de contribuer à cette prévention. Il faut repérer la survenue du vieillissement avec sa caractéristique première qui est l'émergence d'une forme de fragilité, et ensuite il faut l'accompagner. Et là, il y a une diversité de réponses. Il faut anticiper la cessation d'activité, il faut anticiper le passage du milieu ordinaire à un milieu plus protégé, il faut anticiper l'évolution de la structure qui doit se médicaliser davantage parce que ces résidents avançant en âge en ont besoin. Il faut aider les aidants, et en particulier les aidants familiaux. On est très en deçà du besoin sur ce plan-là. Ce que l'on a vérifié aussi tout au long de la journée, et que l'on retrouve, mais explicité par les interventions et les débats qui ont eu lieu, ce sont les conditions à remplir. On a parlé de l'énorme besoin de coopération entre tous les acteurs, on a parlé de la nécessité d'aller au-delà des réformes qui sont déjà intervenues en matière de formation au cours de l'année écoulée, et d'y intégrer spécifiquement la question de l'avancée en âge et des réponses qu'il faut lui apporter. Ça, c'est du domaine, effectivement, de la formation. Il faut simplifier les procédures, il faut répondre aux besoins de proximité et aux besoins d'équité. Les 2 maîtres mots, hein, le besoin, c'est compensation, accessibilité. Les conditions essentielles, c'est des réponses de proximité dans le cadre d'une politique équitable. Alors, il s'agit de répondre à toutes les formes de handicap, et il s'agit de répondre à toutes les situations vécues par les personnes handicapées. Ce que l'on a relevé aussi tout au long de ces échanges, c'est que lorsque l'on répond aux besoins de la personne handicapée, c'est d'une manière générale des réponses que l'on apporte à l'ensemble de la cité, à la totalité des citoyens. Et le paradigme de 2005, insuffisamment pris en compte et mis en œuvre, il est double. D'abord, c'est de faire de la personne handicapée non pas uniquement un ayant droit, mais un citoyen à part entière. Et puis, c'est aussi que la politique du handicap, ce n'est pas une politique marginale qui ne serait qu'une politique de solidarité. C'est une politique qui a pleinement droit de cité à l'intérieur de la politique générale, car tout ce qui est fait pour la personne handicapée, c'est du mieux-être, c'est du mieux-vivre, c'est du développement, c'est du progrès pour l'ensemble de la population. Et ce qui a été récurrent tout au long de la journée, ce que vous avez tous prononcé, c'est le mot convergence. C'est le mot convergence. La convergence au service d'une politique globale de l'autonomie. C'est ce qui résulte de l'ensemble des interventions et des réflexions. Et puis tout ça entre dans ce grand mouvement qui mobilise le secteur du handicap, mais qui, en employant une autre terminologie parfois, mobilise l'ensemble de la cité, c'est la notion de société inclusive. Une fois de plus,
le secteur du handicap aura été à l'origine d'une évolution de la sémantique, d'une évolution de l'approche sociétale par cette notion de société inclusive. Mais permettez-moi de dire qu'à mon avis, ça ne suffit pas et qu'à cet adjectif d'inclusif, il faut ajouter l'adjectif participatif. Il ne suffit pas d'être inclus, il faut pouvoir agir. Il faut pouvoir être pleinement citoyen, sujet de droit, c'est-à-dire pleinement citoyen. Merci pour votre participation et vos interventions. Et puis maintenant, place au reste, Monsieur le Président, et à la clôture, à la partie finale de cet après-midi.